Bonjour et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage à travers le temps, un voyage qui, je l'espère, va éclairer un peu nos propres chemins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage fascinant, quelqu'un qui, malgré le poids de l'Empire romain sur ses épaules, a su trouver une paix intérieure et une sagesse qui résonnent encore aujourd'hui. On va parler de Marc Aurèle. Quand on évoque son nom, beaucoup pensent immédiatement à l'empereur philosophe, au dernier des 5 bons empereurs. On l'imagine souvent comme une figure stoïque, impassible, presque parfaite. Mais est-ce vraiment l'homme qu'il était? Ou plutôt, était-il un homme qui, comme nous, a dû faire face à des épreuves, des doutes, des pertes, et qui a cherché des réponses au plus profond de lui-même? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Non pas une simple chronologie de son règne, mais un portrait de l'homme derrière la toge impériale, de ses combats, de ses réflexions, et de l'héritage incroyable qu'il nous a légué. Préparez-vous à plonger dans le monde complexe et lumineux de Marc Aurèle. Marc Aurèle n'était pas destiné, à l'origine, à devenir empereur. Né en l'an 121, sous le nom de Marcus Annius Verus, il vient d'une famille sénatoriale influente. Mais le destin, parfois, a des plans bien à lui. L'empereur Hadrien, sans héritier direct, est touché par ce jeune homme à l'esprit vif, à l'intelligence précoce, et qui montre déjà un intérêt profond pour la philosophie. Il le remarque et, en l'an 138, il adopte Antonin le Pieux, mais lui demande en retour d'adopter Marc Aurèle. C'est un coup de maître. D'un seul trait, Hadrien assure la succession impériale sur 2 générations, et prépare déjà l'avenir. Imaginez le poids sur les jeunes épaules de Marc Aurèle. À 17 ans, il devient l'héritier désigné de l'homme le plus puissant du monde. C'est une formation intense qui commence. Antonin le Pieux, son nouveau père adoptif, est un homme droit, calme, respectueux des traditions. Il offre à Marc Aurèle non seulement une éducation de prince, mais aussi celle d'un homme. On lui enseigne la rhétorique, le droit, l'administration, bien sûr. Mais ce qui le passionne, ce qui va sculpter son âme, c'est la philosophie. Et plus particulièrement, le stoïcisme. Il dévore les œuvres d'Épictète, de Sénèque. Il s'entoure de maîtres stoïciens, de précepteurs qui l'encouragent à l'introspection, à la maîtrise de soi, à la raison. Il apprend que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre attitude face à elles. Que la seule chose que nous contrôlons vraiment, ce sont nos jugements et nos actions. C'est une leçon fondamentale qui va le préparer, sans qu'il le sache encore, à affronter les plus grandes tempêtes. En l'an 161, Antonin le Pieux meurt. Marc Aurèle, à 40 ans, accède au trône. Mais contrairement à tous ses prédécesseurs, il refuse de régner seul. Il insiste pour partager le pouvoir avec son frère adoptif, Lucius Verus. C'est une première dans l'histoire de Rome, une co-gouvernance inédite. Certains y voient un signe de modestie, d'autres de sagesse politique, sachant qu'un empire aussi vaste nécessitait 2 esprits pour le diriger. Quoi qu'il en soit, cela montre déjà un trait de caractère essentiel de Marc Aurèle. Il ne cherche pas le pouvoir, mais pour servir, pour accomplir son devoir. Mais la vie, même pour un empereur philosophe, ne tarde pas à le mettre à l'épreuve. Et quelle épreuve? Le règne de Marc Aurèle n'a rien eu de la sérénité que l'on pourrait attendre d'un stoïcien. Ce fut une période de crise majeure, de défis qui auraient brisé n'importe quel autre souverain. À peine monté sur le trône, l'Empire est attaqué de toutes parts. À l'est, les Parthes menacent la frontière. Marc Aurèle envoie Lucius Verus à leur rencontre. La campagne est longue et coûteuse, mais finalement victorieuse. Cependant, de retour à Rome, les soldats rapportent avec eux bien plus que des trophées. Ils ramènent la peste antonine. Une épidémie dévastatrice qui va balayer l'Empire, décimant des millions de vies, et affaiblissant Rome comme jamais auparavant. Imaginez l'empereur, au milieu de cette catastrophe sanitaire, la mort partout autour de lui, la population paniquée. Et comme si cela ne suffisait pas, les frontières du nord s'enflamment. Les tribus germaniques, les Marcomanns, les Cades, les Sarmates, franchissent le Danube et envahissent le territoire romain. C'est la guerre, une guerre qui va durer presque sans interruption pendant la majeure partie de son règne. Marc Aurèle, cet homme de paix, ce philosophe, passe des années sur le front, loin de Rome, dans les camps militaires, à affronter le froid, la boue, la brutalité des combats. C'est là, dans l'adversité, dans le vacarme des batailles et le silence des nuits froides, qu'il va consigner ses pensées les plus intimes. C'est là que naîtront les « Pensées pour moi-même » ou « Méditations », ce chef-d'œuvre de la philosophie stoïcienne. Les méditations ne sont pas un traité de philosophie destiné à être publié. Non, c'est un journal intime, une sorte de dialogue avec lui-même. Il y note ses observations, ses rappels à l'ordre, ses encouragements. Il y cherche la force de continuer, de faire face, de rester fidèle à ses principes. Lisez-le, et vous verrez un homme qui se bat contre ses propres faiblesses, ses propres tentations. Il y a des moments d'exaspération, de fatigue.
Il se rappelle que les hommes sont souvent ingrats, injustes, mais qu'il faut les aimer quand même, car ils sont ses frères. Il se rappelle que la colère est inutile, que la jalousie est vaine. Il se dit, n'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort est imminente. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. C'est une boussole intérieure, un guide pour naviguer dans la tempête de l'existence. Marc Aurèle y explore les thèmes centraux du stoïcisme. 1. Astérisque, le contrôle de soi. Distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, de ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, la maladie, la mort des autres. Se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. 2. Le devoir et le service. Agir selon la raison, pour le bien commun, pour le cosmos tout entier. Sa fonction d'empereur, il la voit comme un fardeau, mais aussi comme un devoir sacré qu'il doit accomplir avec excellence et vertu. 3. L'acceptation de la nature. Accepter le cycle de la vie et de la mort, l'impermanence de toute chose. Ne pas craindre la mort, car elle est naturelle. Ne pas se plaindre des événements, car ils font partie de l'ordre universel. 4. La citadelle intérieure. Cultiver un espace de calme et de raison inébranlable en soi, une forteresse que rien d'extérieur ne peut atteindre. Ce sont des idées qui peuvent paraître simples en surface, mais qui, mises en pratique, sont d'une force redoutable. Et Marc Aurèle ne s'est pas contenté de les écrire. Il les a vécues, il a appliqué ces principes sur le champ de bataille, face à la peste, face aux trahisons, comme celle d'Avidius Cassius, un de ses généraux, qui tente de s'emparer du pouvoir. Face à cette sédition, Marc Aurèle répond avec une magnanimité incroyable, offrant le pardon, la clémence. C'est l'incarnation même du philosophe roi, tel que Platon l'avait imaginé. Ce qui rend Marc Aurèle si attachant, si universel, c'est sa profonde humanité. Il n'est pas un surhomme indifférent. Il se lamente des difficultés de la vie de cour, de la petitesse de l'âme de certains, des douleurs physiques qu'il ressent. Mais il se pousse constamment à être meilleur, à ne pas succomber à la colère, à la peur, au désespoir. Ces méditations sont un testament de ce combat quotidien que nous menons tous, à notre échelle, pour donner un sens à notre existence, pour agir avec droiture, pour trouver la paix. Marc Aurèle est mort en l'an 180, probablement de la peste, à Vindobona, l'actuelle Vienne, sur le front, en pleine campagne militaire. Il a passé plus de la moitié de son règne en guerre. Sa mort marque la fin d'une époque, la fin de la Pax Romana, la fin de cette lignée des 5 bons empereurs. Son fils, Commode, lui succède, et l'Empire va plonger dans une période de turbulence et d'instabilité. C'est comme si, avec Marc Aurèle, une lumière s'était éteinte. Pourtant, son message, lui, ne s'est jamais éteint. Il a traversé les siècles, et aujourd'hui encore, ses méditations sont lues, étudiées, méditées par des millions de personnes. Des hommes d'affaires, des sportifs, des leaders, des gens ordinaires y trouvent des réponses, des outils pour gérer le stress, l'adversité, les incertitudes de notre monde moderne. Car au fond, ce que Marc Aurèle nous dit, c'est que la vraie richesse n'est pas dans le pouvoir, la gloire ou l'argent, mais dans la clarté de notre jugement, la noblesse de notre caractère, la sagesse de nos choix. Il nous rappelle que même face à l'immensité de l'univers, au chaos apparent, nous avons en nous la capacité de choisir notre réponse, de cultiver notre jardin intérieur, et de vivre avec honneur et dignité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, stressé, perdu, ou que vous chercherez simplement un peu de clarté, prenez quelques pages des méditations de Marc Aurèle. Vous y trouverez non pas des réponses toutes faites, mais un compagnon de route, un empereur fatigué mais résilient, qui, il y a près de 2000 ans, a lutté avec les mêmes questions que nous, et nous a laissé les clés de sa propre sagesse. C'est un trésor que l'historien du dimanche est toujours heureux de partager. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette plongée dans l'esprit de Marc Aurèle. J'espère que cette histoire vous aura inspiré autant qu'elle m'inspire. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle aventure historique. D'ici là, portez-vous bien et cultivez votre citadelle intérieure. À très bientôt.